Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou de retour. Willou, tu étais en vacances, tu t'es bien reposé. J'espère que tu vas bien, que tu as repris voilà, la forme, des couleurs et tout. Parce que là, à partir de maintenant, il n'y a plus de vacances là. À partir de maintenant, je vous ai dit, c'est fini. On va jusqu'au mois de juin là, c'est terminé. Des couleurs, mec, je sais pas, ça a jamais été trop mon fort. Mais en tout cas, les vacances étaient extraordinaires pour ceux qui savaient pas. Donc, j'ai fait 2 semaines Corée. Taïwan aussi. Taïwan, vraiment sous-côté. Il faut qu'on en discute parce que y a pas grand monde qui va à Taïwan. Et j'espère qu'on va pouvoir y aller pendant encore quelques années, encore un moment. Mais franchement, c'était régal absolu. Pas beaucoup de touristes. Et une petite île juste magique. Taipei, incroyable comme ville. La nature aux alentours. T'as la jungle, t'as les montagnes, t'as la côte aussi. Incroyable. Et Corée du Sud, bah toi-même tu sais, tu m'en parlais. Il y a une dimension culinaire qui est très très forte. Donc ça a été beaucoup de tentations, mais ça a été un vrai kiff. On a même été à la frontière Corée du Nord aussi. On a pu voir un petit peu la Corée du Nord. Deux destinations qui étaient un petit peu. En ce moment, je suis dans un mood géopolitique. Ouais, j'ai vu ça. Taïwan, Corée du Nord, t'as un guerrier, toi. C'est ça. Corée du Sud, très intéressant. Taïwan, très intéressant. Et on est vraiment dans une zone. Je crois l'autre jour, j'ai lu un article géopolitique. Ça parlait les 3 grandes zones les zones fortes les points de divergence Chine-États-Unis. Et ben en gros, t'as tout ce qui se passe autour de la Corée, t'as Taïwan, t'as les Philippines, une zone intense, mais franchement, c'était trop un kiff. Donc maintenant, on est de retour. Et écoute, bon, il s'est passé beaucoup de choses sur la planète foot, donc je pense qu'on est de retour avec envie. Il s'est passé énormément de choses, franchement, c'est cool et c'est bien en fait parce que je pense que ça te permet aussi quand tu reviens de ces voyages-là, un peu quand tu déconnectes, d'avoir une perspective des fois même peut-être un peu différente, tu vois, de la vie en général parce que tu rencontres du monde, c'est ça la beauté de voyager, tu rencontres du monde, tu vois d'autres cultures, tu vois d'autres aspects gastronomiques, machin et tout, donc ça t'ouvre l'esprit et ça te permet quand tu reviens de voir les choses différemment, de les voir aussi avec un peu plus de philosophie. J'ai vu ta vidéo sur le Ballon d'Or, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit. Effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions en fait, si on doit rentrer directement dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va d'abord commencer un tout petit peu rapidement par ce Ballon d'Or là. Il y a eu beaucoup d'émotions, en fait, énormément d'émotions et tout. Les fans du Real sont très très fâchés. T'as l'impression que leur trophée leur était dû, en fait. Moi, c'est un peu quand je prends un peu le recul aujourd'hui, j'ai l'impression comme si le trophée leur était dû, en fait. Des fois, je me pose la question à savoir même, et je me crée mes propres théories dans ma tête, et ça n'engage comment en me disant, mais est-ce qu'ils ont paniqué, en fait, à Madrid? Quand j'écoute la fin de ton argumentaire et que tu dis que 2023-2024 n'est peut-être pas la meilleure saison sur la vie de Vini, sur la carrière de Vini, et que même celle d'avant même, elle est meilleure que la saison qu'il a faite où il est censé gagner le Ballon d'Or, et que toi, tu estimes par rapport aux joueurs que d'ici 2 ans ou 3 ans, ce sera des saisons qui seront meilleures, je me dis, ben, effectivement, si on s'arrête aujourd'hui calmement, à froid, je me dis, toute émotion mise à part, pourquoi en fait? Pourquoi tant de, je sais pas moi, pourquoi il y a eu tant de, c'est pour ça moi je me dis ils ont paniqué. C'est moi je pense le choc de la nouvelle. Ouais, parce que depuis longtemps on disait que ça allait être Vini qui allait le gagner, ça les a forcément marqués. Et je mets la panique aussi sur un autre aspect où je me dis peut-être, encore là c'est ma théorie à moi dans ma tête pour rien, en me disant mais peut-être ils veulent enchaîner les Ballons d'Or. Peut-être ils sont convaincus au Real Madrid parce que ça reste une institution. C'est comme ça que c'est vu. Le Ballon d'Or, c'est important. C'est comme les Ligues des Champions, tout ça. Donc, Vinicius gagne le Ballon d'Or maintenant te permet que Vinicius ne peut ne pas le gagner les 2-3 prochaines années et que t'as pas besoin de te battre dans ton club pour, soi-disant, avoir un candidat que tu vas porter, tu vois. Tu sais qu'après, tu peux te concentrer éventuellement sur Mbappé qui est venu et qui a l'ambition de le gagner et c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle il est venu au-delà du fait que le Real, ça a toujours été le Real pour lui et tout, et un Bellingham aussi. Donc, moi, je pense qu'ils ont juste paniqué, en fait, en disant que s'ils ne l'ont pas maintenant, là, ça risque d'être compliqué. Surtout que derrière, il y en a d'autres, ils arrivent. Il y a des Yamal, il y a des machins, il y a d'autres jeunes qui prétendent aussi à être meilleurs et à faire des très, très bonnes saisons. Donc, pour moi, il y a plein de choses qui sont passées que, en rétrospective, calmement,
Moi, j'ai fait mon analyse à chaud et tout. J'ai écouté la tienne qui était plus à froid et j'étais à 100% d'accord avec toi, en fait. Je pense qu'il y a eu juste beaucoup trop d'émotions et qu'en valeur absolue, on peut pas enlever à Rodri ce qu'il a fait. Que c'est plus, voilà, que genre, à la fin, c'est un vote, quoi, en fait. Et le vote est fait pour être, genre, subjectif d'une certaine Mais manière. par contre, moi, je comprends l'émotion parce que je trouve quand même que le côté last minute, genre quelques heures avant l'annonce, on apprend qu'en fait tout ce qu'on pensait depuis, franchement là on était tous à se dire, même moi je l'ai dit en vidéo, Vinicius va avoir le Ballon d'Or dans quelques jours, ça faisait 1 mois et demi Tout à fait. et tu sais par rapport à toi qui a souvent dit ah c'est dommage que on le sache avant, qu'il fasse les photos avant et qu'on n'ait pas un peu le surprise le jour, là pour le coup faut dire France Football, ils ont pris la direction inverse de ce qu'ils faisaient avant. Et effectivement, il y a eu une vraie surprise et même les principaux intéressés étaient surpris. Et je pense que ça, première année où il y a vraiment une surprise comme ça le jour de la remise et ça va pas dans ton sens. Et en plus, le Real est en train de vivre bien sûr une période compliquée niveau sportif. Tout ça, les choses qui s'enchaînent, je comprends totalement la réaction et notamment du club. Et voilà, ils avaient prévu de faire un live pendant des heures et ils avaient tout un dispositif médiatique, 50 personnes, la délégation. Je veux dire, c'est même de l'organisation en interne où maintenant ils doivent tout revoir. Moi, toute cette émotion, je la trouve parfaitement normale, tu vois, à la fin, on est des êtres humains. Le seul truc que je dirais, c'est j'irai pas de là jusqu'à être mauvais perdant non plus. Et à un moment, c'est bien de féliciter Rodri. À un moment, c'est bien de pas verser dans la théorie du complot non plus, comme quoi c'était parce que l'UEFA aime pas le Real, parce que machin, parce que truc. Ça c'est la dimension où l'émotionnel bascule dans l'irrationnel, et ça, je trouve que c'est pas utile, et c'est pas... Là t'es pas dans la vérité, pour moi en tout cas. Mais par contre, le fait que tu sois déçu que ton joueur gagne pas le Mais Ballon ça, d'Or c'est et tout... normal. Ouais, Ça, c'est normal, ça, c'est humain. Après, moi, comme j'ai dit, c'est l'aspect, moi, c'est là où j'ai été déçu un peu, personnellement. J'ai été déçu parce que j'essaye au maximum de mes capacités de toujours essayer d'être lucide par rapport à ce que je dis. C'est pour cela que je le dis souvent, there is no shame in my game. Genre, tout ce que je dis, je suis capable de le backer up à tout moment. Genre, à tout moment. Tu peux me reprendre sur des vidéos d'il y a 4 ans. Tu me dis, ouais, Stan, tu avais dit ça sur Vinicius. Je dis, oui, c'est vrai. Mais après, moi, je vais te contextualiser. Je vais dire, c'est vrai, tu as raison, ne te fâche pas. Viens. Assieds-toi, on va discuter. Je dis, effectivement, il s'est passé ça. J'avais dit ça parce que je pensais ça. Donc, il y a une manière de réfléchir qui t'amène à cela. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tombé trop. Et c'est un peu dommage, hein, parce que moi, je trouve que il faut être bon perdant. Tu manques un peu de respect finalement aux gagnants, entre guillemets, tu vois, genre, parce que je pense que j'ai pas vu effectivement un message de la part de quiconque au niveau du Real pour Rodri ou pour le fait qu'il ait gagné le Ballon d'Or, un truc fair play et puis on avance. Ça, j'ai pas vu ça, en tout cas moi en date d'aujourd'hui. Je regarde ça aussi et je me dis, et même finalement, ben, je sais pas, il y a eu même la réponse. Tu vois, donc moi je suis d'accord avec Vinicius. Je comprends que c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a été déçu. Il aurait peut-être mérité d'être Ballon d'Or. Il y avait peut-être moyen qu'il soit Ballon d'Or, en fait. Maintenant, il va juste falloir attendre et puis espérer qu'il soit capable de faire la même chose comme il l'a dit. Il a dit que s'il doit le faire 10 fois, il va le faire 10 fois. On attend. Dès l'année prochaine, comme a dit Willou, sors-nous une meilleure saison, un peu moins de blessures, beaucoup plus de buts, de passes décisives et tout, même si c'est pas le facteur le plus important, parce que Rodri, c'est pas sur ça qu'il a gagné, mais pour lui, pour son rôle. Mais non, mais t'as raison quand même, pour un offensif, pour un joueur offensif, les stats sont quand même particulièrement considérés. Pour moi, c'est surtout le fait que la Copa América avec le Brésil, c'est un enchaînement de plein de facteurs que j'ai essayé de mettre dans la vidéo, mais c'est vrai que je trouve que Vinicius aurait pu avoir le Ballon d'Or, ça m'aurait pas choqué du tout. Franchement, si tu me dis c'est lui qui l'a gagné à la place de Rodri, je suis pas du tout en mode ouah, franchement non, je suis pas d'accord. Ah, je suis d'accord, ouais, grave, tu peux lui donner le Ballon d'Or, mais par contre pour moi, c'est pas vrai que son Ballon d'Or est volé parce qu'il était incontestable. Non, des Ballons d'Or incontestables qui mettent tout le monde d'accord, où il y a une différence de... genre, il y a un gars qui prend 80% des votes, genre Zidane 98, R9 97, ou certaines années de Messi et Ronaldo. Ok, là, le gars, il a marqué 80 buts sur la saison, ils ont remporté la Champions, ils ont remporté l'Euro. Ok, là, on est d'accord, c'est incontestable. Là, il a fait une excellente saison, mais il a pas fait une saison où il plie tout le monde, il met tout le monde d'accord, c'est incontestable absolument. Et je suis content que sur des saisons où t'es pas un offensif qui plie le game, et ben, je suis content qu'on récompense un peu les autres postes.
parce que sinon, à la fin, on va jamais donner un ballon d'or si tu donnes pas à Rodri 2023-2024, tu donnes jamais à aucun milieu de terrain, tu donnes jamais à aucun milieu défensif. Voilà, maintenant c'est le ballon d'or des attaquants, et maintenant on fait comme le trophée Yashin, on fait un trophée pour les gardiens, un trophée pour les défenseurs, un trophée pour les milieux, et le ballon d'or qui est réservé pour les attaquants. Donc je suis content que ça je trouve que c'est une bonne chose. Et après, Vini, moi je pense qu'il va faire des saisons où il va mettre tout le monde d'accord, parce que c'est ce gars-là, he's that guy, il a ce talent-là, il a ce potentiel-là, Et la et personnalité, il peut faire une saison la où au lieu de personnalité. rater 2 mois pour blessure, il enchaîne. Mm. La personnalité, t'as raison, ouais, c'est vrai, le caractère aussi, clairement, je suis d'accord avec ça, Non, c'est intéressant. Bah écoutez, maintenant que ceci étant dit, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de consensus finalement. Moi, j'ai trouvé personnellement, et je pèse mes mots, genre juste beaucoup d'animosité en ligne. En fait, moi, j'aime pas ça. En fait, donc, directement, moi, quand je vois ça, après, je sors. Ouais, c'était assez vilain. Moi, dès que je vois ça, je sors en fait, parce que je me dis, wesh, c'est des millionnaires en fait qui se battent pour un titre. Genre, moi, je vais pas genre, DiCaprio n'a jamais gagné d'Oscar dans sa vie. Tu penses que moi, j'allais pleurer avant qu'il gagne la dernière fois? Il a gagné un Oscar. Finalement, oui, il en a gagné un, mais je veux dire, avant ça, c'est pas comme celui qui l'a gagné, c'est même pas pour le meilleur film ou le meilleur rôle qu'il a fait dans sa vie. Genre, DiCaprio a fait genre 25 autres meilleurs films ou meilleurs rôles pour lesquels il méritait des Oscars. Il n'en a pas eu. Je vais pas être là en train de pleurer, à me fatiguer, à me fâcher, à insulter les gens, machin, tout ça. Bon, j'ai eu des insultes en ligne, en fait. Frère, franchement, j'étais choqué, en fait. J'ai dit, pourquoi vous m'insultez? Pour aucune raison. Parce que quoi? Parce qu'un millionnaire n'a pas eu un ballon d'or. J'ai dit, quand Vinicius s'est levé le matin, il a ouvert le frigo, c'était plein. Il y en a vous, d'entre vous ici, vous ouvrez le frigo, tu réfléchis à des... Ouais, j'ai acheté des œufs la semaine passée. Est-ce que Ça m'aurait étonné avec toi, Stan, qu'on n'arrive pas sur les œufs ou le poulet à un moment donné. Normalement, ça fait partie du truc. Le culinaire, la bouffe, vous me connaissez. C'est mon péché mignon, c'est mon filet mignon. Donc, du coup, c'est ça. Donc, vraiment, ceci étant dit, et maintenant qu'on n'a pas trouvé de consensus sur le meilleur, j'ai envie de revenir un tout petit peu dans le passé. On s'amuse un peu. J'aime bien ce concept-là, le concept honoris causa. Pour ceux qui connaissent pas, il y a beaucoup d'artistes ou de personnes qui ont fait des choses dans leur vie et qui sont pas allés forcément à l'école, on va dire, ou en tout cas qui n'ont pas fait des grandes études. Donc, qui n'ont pas de doctorat, en fait, tu vois. Donc, qui n'ont pas fait le système normal, dépendamment de là où tu es. Je sais pas en Europe, pour vous, c'est comment, mais nous, ici, c'est le bac, le master, le doctorat. Je pense qu'il y a M1, M2 chez vous et puis tout ça. Donc, ils n'ont pas eu la chance, en fait, de pouvoir faire ces doctorats-là. Et donc, du coup, ils sont souvent, j'ai envie de dire, ils sont récompensés par des institutions, par des universités. Par exemple, je pense que, pour donner l'exemple, il me semble que le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, qui est un de nos plus grands chanteurs, est docteur honoris causa, je pense, de l'université de Yale, si je m'abuse, aux États-Unis, ou de Harvard, un de ces deux-là. Donc, du coup, c'est des gens qui sont, voilà, on vient, on dit pour tout ce que tu as fait dans la musique, pour comment tu as fait avancer la musique, en tout cas, ou ton style musical dans ton continent, dans ton pays et tout, tu mérites ça. Donc, il y en a qui ont ces titres honorifiques-là. Et moi, aujourd'hui, je me suis assis et je me suis dit, ce serait cool que dans le monde du football, qu'on donne peut-être ces titres honorifiques. Je vois qu'ils le font déjà un peu dans les cérémonies maintenant. Ils essaient de donner des titres honorifiques par rapport à des parcours ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y en a qui auraient mérité peut-être d'avoir un ballon d'or, genre pour la cause d'honneur, on va dire, pour ce qu'ils ont fait. Et parmi ces joueurs-là, il y en a quelques-uns. Et donc voilà. Donc moi, je sais pas, Wilou, si tu en as un à qui tu voulais donner moi j'en ai un tout de suite. Premier ballon d'or là, un que tu sais que vraiment il méritait d'avoir son. Moi j'en ai un immédiatement qui m'est venu en tête, parce que c'est typiquement c'est le poste qui est pas récompensé, et pourtant c'est un des joueurs les plus influents du 21e siècle. L'impact qu'il a eu sur tous les gars de son poste, sur toute une manière de jouer au foot, de défendre, tu vois son style maintenant de partout, c'est Neuer. Neuer, le gardien le plus influent du monde depuis Lev Yashin. Lev Yashin, le seul à avoir remporté un ballon d'or. Maintenant, du coup, ils ont fait une distinction prix Yashin au moment de la cérémonie du ballon d'or, pour distinguer, voilà. Mais du coup, Neuer, lui, il a jamais eu le prix Yashin, parce que ça n'existait pas quand il y était. Il fait 3e du Ballon d'Or en 2014, quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. Je sais pas s'il doit l'avoir cette année-là, plus qu'un autre machin, mais si on parle d'un joueur qui a vraiment transformé son sport, transformé son poste, et qui a été le prime de Neuer, pour moi, je pense, c'est le meilleur gardien all-time. Et il n'a pas de distinction individuelle significative à la fin. Donc ouais, moi, c'est direct le premier auquel je pense. Non, c'est cool. Je trouve ça vachement intéressant, Manuel Neuer. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un précurseur, en fait, tu vois. Neuer, c'est un peu un précurseur. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand on donne des références, on dit comme Neuer.
Tu vois, genre on sait, genre même nous-mêmes, on sait inconsciemment. Même il y a certains types d'arrêts là, on sait que c'est des arrêts comme Neuer, tu vois, les arrêts, L'arrêt en l'arrêt étoile, comme ça le là, tu vois, 5-point exactement. stop, la sortie dans tes 30-40 Tu sais, mètres, Guardiola qui dit qu'il aurait pu en faire un milieu littéralement. central, tous les jeunes gardiens qui disent c'est en regardant Tout à fait. Neuer c'est mon idole, Neuer c'est mon exemple. Voilà. Non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc Manuel Neuer, ouais, je pense que Manuel Neuer, il serait d'accord. Vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas, mais Neuer, il mériterait quand même son ballon d'or pour tout ce qu'il a fait en fait dans le football. Moi, je vais aller directement vers un joueur africain. On a eu un seul ballon d'or africain. C'est Georges Weah. D'ailleurs, c'est lui qui a remis le ballon d'or à Rodri cette année. C'est Georges Weah qui lui a donné. Georges Weah, joueur exceptionnel. Hein. Franchement, moi, je l'ai pas vu jouer, mais j'ai vu les vidéos. Franchement, il était fort. Il était trop fort. En fait, tu vois les vidéos. Il y a son but là où il dribble depuis sa surface de réparation il pousse les gars. Il fait les petits crochets, mais tu sais, les petits crochets là, genre non mais c'est incroyable, genre je kiffe les petites virgules là. Non, Weah, un joueur, voilà, pour ceux qui se posent la question comment est-ce que le Ballon d'Or venait d'être, je pense, ouvert pour les non-européens enfin. Et I guess qu'il était hors du lot en fait. Il était juste hors du lot, il était juste trop fort. Ce qu'il a fait à l'AC Milan, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, incroyable. Donc bref, il y a un joueur qui pour moi m'a marqué. Je pense que il aurait mérité peut-être son Ballon d'Or. Et je vais parler un peu plus des générations récentes. Je vais enlever peut-être pour ceux qui auraient cru que j'allais parler de Eto'o ou de Drogba. Non, moi c'est plutôt Yaya Touré. Yaya Touré pour ce qu'il a fait à Manchester City, pour ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire en fait. Yaya Touré qui, je pense pendant 2 ou 3 ans, c'est littéralement à mon humble avis le meilleur milieu de terrain en Première Ligue. Je pense qu'entre 2012 et 2015, j'ai envie entre 2012 et 2015, ouais, 2012 et 2015 environ, il est presque injouable. Il est presque injouable en fait. Il nous sort les saisons à une vingtaine de buts. Non, c'est avec les frappes enroulées comme ça. C'était le meilleur joueur. En fait, il y a même pas. En fait, je me suis toujours posé cette question-là, à savoir comment est-ce que Yaya Touré n'a pas eu plus de reconnaissance que cela. Déjà au Barça, c'était un joueur incroyable. C'est parce que Busquets arrive. En fait, il y en a beaucoup qui oublient un tout petit peu dans l'histoire. C'est parce que t'as Pep qui arrive et t'as Pep tu dois faire jouer son Busquets. Et c'est normal parce que Busquets est devenu ce qu'il est arrivé. Donc il y a pas de souci. Yaya descend en défense centrale à un moment donné. Busquets vient dans ce truc-là. Défense centrale, quand tu vois la saison à 25 buts ou je sais pas quoi qui te fait à City, tu sais que défense centrale, c'est pas son poste. C'était pas son poste. 20 buts et 10 passes D en 2013-2014. Tout simplement. Juste en PL. Première Ligue. Je pense que Manchester City a manqué de chance en Ligue des Champions. Je ne me rappelle plus qui les avait éliminés. C'est pas le Barça qui les avait éliminés en 2014, l'année où le Barça gagne le titre avec en 2015 leur dernière Ligue des Champions, un truc comme ça, je sais plus. Mais ils ont manqué un peu de chance, je pense. Mais Yaya Touré pour ce qu'il a fait. En plus, il gagne la Coupe d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire aussi. Ils sont éliminés par le Barça. Je me rappelle, c'est que. C'est pas Messi était voulu faire des petits points à James Milner. J'ai des images là en tête. Si, ouais, je crois que t'as raison, c'est ça. J'ai des images un peu trucs là. Donc, bref, ouais, moi, Yaya Touré, ouais, parmi ces joueurs là africains qui aujourd'hui, moi, jusqu'à aujourd'hui, si tu me dis de me dire dans les Hall of Famers de Première Ligue, moi je mets Yaya Touré à l'intérieur sans aucun problème au milieu de terrain et je pense qu'il a absolument rien à envier. Peut-être sur les années, mais encore là, il a fait un bon nombre d'années énorme à Manchester City. Je pense qu'il a fait quoi, 6, 7, 8 ans à Manchester City ou un truc comme ça, je sais même plus. Mais sur les nombres, sur tout ce qu'il a eu à faire, je pense qu'on peut le mettre au même niveau que pas mal de ces grands milieux-là en Angleterre, que ce soit les Lampard ou les Gérrard. Et donc ouais, pour moi c'est Yaya Touré. Si je devais donner un ballon d'or aujourd'hui à un joueur qui à un moment donné je pense n'a jamais eu la reconnaissance internationale, on n'a jamais mis la lumière sur lui comme il se fallait, c'est Yaya. Parce que Yaya, ce qu'il a fait aujourd'hui avec la force des réseaux, maintenant 2013 encore, c'était encore Facebook, tu vois, donc les gars mettaient un statut, tu vois, et 4 jours plus tard. Aujourd'hui avec la force des réseaux, maintenant là tout de suite, je sens que tu me fais la même saison, les buts qu'il mettait en Première Ligue, mais le monde s'arrête, tout le monde dit c'est qui ce type en fait. Donc bref, donc voilà, donc c'était Yaya. Ouais, c'était un ouf, ouais, c'était totalement un ouf. En plus, ils avaient un milieu de terrain, c'était pas, tu vois, De Jong, Nigel De Jong, Gareth Barry, et lui, il était là en dessous à faire la saison de sa vie, ouais, extraordinaire. J'en avais fait une vidéo quand j'étais arrivé à Amsterdam. C'est une des premières vidéos que j'ai fait ici. Comment Yaya Touré a tué la Première Ligue, et c'était un régal de retomber sur ces images. Tout à fait. Est-ce que t'as un deuxième? Ouais, tu vois, si on parle de Ballon d'Or honoris causa, il y en a 2 directs.
Il y en a même pas mal en vrai, mais il y a déjà un problème qu'il faut soulever avec la récompense du Ballon d'Or, c'est que avant 95, c'était donné qu'à des joueurs européens évoluant en Europe. Donc, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui sont passés entre les mailles du filet, notamment Diego Maradona, Pelé, qui ont jamais remporté de Ballon d'Or de leur carrière. Assez ouf. Et ils ont eu leur distinction honorifique, si je dis pas de bêtises. Je crois quelques années plus tard, la FIFA a donné une sorte de ballon d'or spécial un peu pour réparer ce qui est clairement une injustice ou une incohérence au niveau de la récompense. Voilà. Eux, je leur donnerais en tant que honoris causa. Mais quelque part, ils l'ont eu. Donc, je vais dire, pour moi, j'aime bien... C'est un peu mon truc avec Rodri, c'est un peu le truc avec Neuer. Un de mes griefs principaux contre le Ballon d'Or, c'est le fait que ça survalorise les joueurs offensifs et que ça dévalorise les joueurs défensifs. Je trouve, voilà, ils sont pourtant si importants. Et c'est l'essence même du foot, que c'est pas un sport individuel, que c'est un sport de collectif. C'est pour ça que mon deuxième Ballon d'Or, honoris causa, je le donne à Paolo Maldini, qui l'a jamais eu, qui a fait deuxième et peut-être une fois troisième, au moins un podium pour Maldini. Mais peut-être, clairement dans la conversation du plus grand joueur de tous les temps, un gars qui a gagné 5 fois la Ligue des Champions, qui est un one club man extraordinaire, qui est juste le monstre, 7 Serie A, à l'époque où la Serie A était le meilleur championnat d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs plus emblématiques que Paolo Maldini, et à la fois il avait la qualité, la polyvalence, la classe pure, qui fait c'est encore plus qu'un défenseur, quoi. Donc ouais, je donnerais après Neuer, je récompenserais Paolo Maldini. Interesting. Franchement, choix très intéressant parce que ouais, c'est vrai que c'est étonnant quand tu vois des gars comme ça. I guess c'est comme quand Van Dijk va finir sa carrière et qu'on dira bon il aura fait deuxième d'un Ballon d'Or à un moment donné, une année, et qu'il y avait moyen peut-être qu'il le gagne et puis tout ça. Cannavaro a eu de la chance si Materazzi n'avait pas fait tout le travail pour lui. En fait, Materazzi et Cannavaro, ils étaient de mèche depuis avant le début du match. C'est ça comme ça qu'on n'a jamais su. C'est Cannavaro, il dit à Materazzi, s'il te plaît, vas-y, énerve-le, on va régler ça. Mais c'est vrai que le fait que Cannavaro gagne un Ballon d'Or et pas Maldini, ça fait... Non, ça fait bizarre en fait. Bizarre, Cannavaro était un très très bon défenseur, hein. Genre petit de taille, bizarre un peu. Tu t'y attends pas, mais très très bon défenseur. Bien sûr, mais franchement, pour moi, c'était pas le meilleur défenseur italien de toute cette génération-là. Les Nesta, tout ça, ils étaient meilleurs que lui là. Donc, non, bien sûr. Bon, bien après, c'est lui aussi qui a joué au Real. C'est lui qui a eu, voilà, Donc il a fait 2 fois podium, Maldini, mais les 2 fois troisième. C'était en 94 et en 2003. Donc 9 années d'intervalle pour un défenseur qui a eu cette très très longue carrière. Ça montre à quel point il a vraiment posé sa patte sur le monde du foot pendant tellement longtemps. La longévité de Maldini, on la connaît, mais la longévité de son top niveau, c'est surtout ça qui est vraiment impressionnant, je trouve. Non, Donc, c'est cool. Ouais. Dans la lignée de Rodri, je vais faire un choix qui va être un choix qui est assez bizarre peut-être pour pas mal de gens, mais moi je pense que allez, dans une vie, dans une carrière, il peut se passer pas mal de petites choses et je pense que de temps en temps, tu peux prendre une décision qui est la décision qui fait un peu tout tourner et je pense que ce jour-là, c'est en club que cette décision-là, elle s'est faite. C'était un été, je pense que c'était été 2016, il signe à Manchester United et pour moi, il doit pas signer à Manchester United et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites et c'est comme une référence, en fait. Il est encore jeune, il est soi-disant en activité, mais c'est encore une référence. On parle toujours de Paul Pogba, de Pogba par-ci, de tel joueur qui est comme Pogba, qui a ce style de Pogba, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai revu des vidéos de Pogba 2012, 2013, le milieu Vidal, Pogba, Pirlo, Marquisio, machin, tout ça. Tu regardes l'évolution du boy, même quand il va en équipe de France, tu regardes Pogba en équipe de France à l'Euro, tu regardes Pogba en équipe de France à la Coupe du Monde, tu regardes Pogba dans les grosses compétitions, même l'Euro 2021, en fait, vous êtes éliminé face à la Suisse, ce match-là. En fait, tu te dis, Paul, il était ouf sur cette franchement, je me suis assis aujourd'hui et j'ai dit, en fait, moi, il faut pas me comparer Paul et Tchouaméni. C'est-à-dire que moi, je comprends les comparaisons faciles, là, en fait, basées sur le physique, parce qu'il est grand, il est noir, il fait 1m90, machin, je sais pas. Non, franchement, faut nous pardonner. Nous, on parle ici c'est que c'est pas les mêmes styles, en fait. Paul est juste trop fort. Paul est complet. Moi, j'ai rarement vu un gars, tu vois, Paul, il fait passement de jambes, flip-flap, crochet. Sors-moi un milieu de terrain 6 aujourd'hui qui fait passement de jambes, flip-flap, crochet. Il y en a pas.
Ah, Paul, il fait je tout. suis d'accord. Le niveau max de Pogba. Moi, je dis Paul, si c'est un gars dans le football, il a eu l'impact là, en tout cas. Non, moi, c'est Paul. Moi, Paul, je lui donne, moi. Je lui donne, moi. Dans mon cœur, je dis non, Paul a été ballon d'or à un moment donné parce que Paul est fort. Franchement, un milieu de terrain aussi complet, frappe de loin, finesse, passe. Ça va être la qualité de passe de Paul Pogba est trop underrated. Le nombre de longs ballons qu'il a donné ici. À un moment donné, j'ai vu il y a un gars à un moment donné qui a dit que vous avez pas respecté Pogba, mais c'est Mbappé qui sait pas lire les passes de Pogba. C'est Mbappé qui avait peut-être pas la vision de jeu de voir comment Paul lui donnait des ballons. Tu comprends pas? En fait, il est trop dans vraiment un joueur incroyable. Moi, je pense qu'il a été, et c'est dommage. Je pense que le transfert à United, José Mourinho, ça s'est mal passé en club et tout, et ça peut beaucoup jouer. Alors qu'en Italie, il était bien. Ça a peut-être beaucoup joué sur la suite de sa carrière. Mais voilà un enfant qui, maintenant, on en parle parce qu'il est là. Il y a eu le truc de dopage il y a ou le whatever là. Il y a le truc qui est terminé il y a eu quelques temps. On ne sait pas où est-ce qu'il va rebondir en deuxième partie de saison. Mais dans quelques années, je suis sûr, on va s'asseoir et vous allez voir en fait que il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas plus fort. Franchement. J'ai beaucoup réfléchi et dans cette génération-là, dans ce style-là, il n'y avait pas plus fort. En fait, c'était une évolution. C'était un joueur complet. C'est le 6-8-10. Comme tu veux avoir un 6-8-10 sur un terrain. Ouais, le total, ouais. Et la paire avec Kanté, c'est le duo le plus extraordinaire de l'histoire du foot au milieu de terrain au XXIe siècle. J'exagère à peine, mais la paire, vraiment comme tandem Kanté-Pogba, c'était quelque chose. C'est dommage qu'on l'ait pas eu pendant plus longtemps. Ouais. Je suis d'accord avec le prime de Pogba. C'est dommage qu'il n'ait pas eu la carrière vraiment, notamment en club, qui aille avec, parce que comme tu as dit, des mauvais choix. Et United qui malheureusement a été un petit peu le vortex, le siphon de tellement de carrières prometteuses. Je mettrais moi pour mon troisième choix, bah franchement, tu vois, je pourrais, si je remontais loin, je pourrais trouver des gars comme Puskás par exemple, qui a donné son nom à la fameuse récompense, mais qui l'a jamais eu. Donc lui, clairement aurait mérité. Mais pour rester au 21e siècle, Iniesta ou Xavi, c'est toi qui décides. Les deux? Moi, je pense que on peut même faire un truc groupé. Moi, je pense que tu peux même les mettre. Tu peux mettre Iniesta, tu mets Xavi. Moi, je mets Sneijder à l'intérieur pour la saison qu'il a fait en 2010, pour le fait qu'il ait rebondi après le Real Madrid aussi. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. En fait, le Madrid néerlandais là n'était pas très facile, c'était un peu compliqué. Le Madrid de Schneider, Van der Vaart, Huntelaar, machin, Drenthe, je sais pas quoi, Van Nistelrooy, il y avait que les Néerlandais. C'était devenu le FC, je sais pas. Peut-être ils se sont dit que Cruyff là-bas ça a marché au Barça, on va faire la même chose. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Je me rappelle, ce Real là m'avait traumatisé, Real de Néerlandais. Donc oui, après il rebondit à l'Inter et tout. Donc oui, Xavi, Iniesta buteur en finale de Coupe du Monde. Xavi pour toute l'entièreté de sa carrière. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de ces. Ouais, c'est ça. Bah 2010 en fait, du coup, 2010, Messi le gagne, c'est pas choquant. C'est le podium de la Masia. Mais cette année-là, Iniesta fait deuxième, Xavi fait troisième. L'année d'après, Xavi fait encore troisième. Et l'année d'après ça, 2012, Iniesta fait aussi troisième. Donc ils ont continué de prendre des votes pendant un bon petit moment. Et 2009, Xavi fait troisième. Xavi, il fait troisième. Ouais. 3 ballons d'or d'affilée, hein, mine de rien. Et ouais, tu t'additionnes les 3 ensemble, tu lui donnes. Pour moi, c'est mérité. Iniesta et Xavi, voilà, t'as parlé de Pogba. J'ajouterais Busquets. T'as parlé de Yaya Touré. Tu mets Xavi dans le lot, tu mets Iniesta dans le lot, tu mets Modric dans le lot et t'en ajoutes 2 ou 3 autres. Et voilà, t'as ta liste des 10 meilleurs milieux du 21e siècle sans trop de problèmes. Donc oui, pour moi c'est pas choquant si t'enlèves un petit ballon d'or à Cannavaro ou Owen sur ce siècle-là et tu le donnes à Xavi ou Iniesta, moi ça me va. Michael, son ballon d'or 2001 là. Jusqu'à présent, non, on va pas beaucoup discuter. On était trop jeunes. Moi, j'étais trop jeune. J'étais pas en âge de compréhension. J'ai revu les vidéos. Je sais qu'il était fort. On a vu, il était fort. Il allait vite. Il faisait des appels tranchants, des pointus. Il était bon en pointu, lui. Un autre, il mettait des pointus, des ballons salis. C'est vraiment l'attaquant efficace. Tu vois. Bon, je comprends Owen de Liverpool, c'est vrai. Mais c'est des questions à se poser si en 2001, dans cette génération où il y avait des Figo, des machins, de plein de gars qui traînaient là, dans cette zone-là, que ce soit Michael Owen qui a gagné quand même ce ballon d'or. Le podium de ce ballon d'or, c'est Raoul en 2 et Oliver Kahn en 3 et Beckham en 4.
Donc Ouais, de gros noms, mais c'est vrai, pas Non, l'année en la plus plus, riche non plus de 2001, l'histoire du Ballon d'Or. c'est quoi la finale de la Ligue des Champions en 2001? C'est C'est Valence Real. Valence C'est Valence Bayern. Valence Bayern. Donc ouais, Valence Bayern, Leverkusen Real, c'est l'année d'après, c'est 2002. C'est 2002. Donc c'est Et 2001. Valence Real, c'est en 2002. J'essaie juste de Deux voir- années d'affilée. Je- Valence perd la finale de Ligue des Champions, je crois les deux au tir au but. Et 2001, c'était contre le Bayern, c'est sûr, au tir au but. Je pense que c'est pour ça que Cannes est troisième. Le troisième, pense, ils étaient forts. C'était le Grand Valence, quoi, je me rappelle. C'était le Grand Valence. C'est ça, ouais. Bayern Valence à San Siro. Mais 5-4 au tir au but. Liverpool, ils ont fait quoi en 2001 pour... En fait, j'ai réfléchi, moi. En fait, Owen, Liverpool, ils n'ont pas gagné le championnat en 2001, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Non. fait? What did they do, en fait, pour que... Comme... En fait, Michael Owen, il allait chercher des votes où aujourd'hui? Si on s'arrête calmement, je sais pas, hein, peut-être. En plus, franchement, Mais ils étaient très forts. Owen, il joue 28 matchs de Première Ligue cette année-là. Il marque 16 buts. Liverpool a peut-être gagné la Coupe de l'UEFA en 2001. Ah, peut-être. Ok, possible. Il gagne la FA Cup en tout cas contre Arsenal et il gagne la Coupe de l'UEFA contre Alaves qui était une grande finale, c'est vrai. 5-4 après prolongation, grand moment, mais ouais, je pense que c'était un Ballon d'Or assez partagé, hein, quand tu regardes le total des votes en 2001. T'as Owen qui a 176 points, Raoul 140, Oliver Kahn 114 et Beckham était aussi dans les 100, un truc comme ça, donc très divisé. Ah ouais, dommage pour eux tous. Bah écoute, moi je vais finir avec évidemment mon choix de cœur, ça tout le monde le sait, il devait gagner le Ballon d'Or dans sa Je te l'ai carrière. laissé, hein, je me disais qu'il allait Non, arriver. c'est dommage, franchement, il devait gagner deux Ballons d'Or. C'est pas un, c'est deux. Il y a des gars, c'est double Ballon d'Or. Il y en a, c'est double Ballon d'Or normalement dans leur carrière. Franchement, c'est double Ballon d'Or. Miskin à mon gars Thierry Henry, c'est dommage. Perdre face à Nedved et Shevchenko, ça jusqu'à présent, moi je l'ai ici. En fait, il n'y a aucun argument qu'on peut me donner, à part que l'Italie, c'était l'Angleterre d'aujourd'hui, entre guillemets. Et que l'Italie était l'Italie en fait, et qu'il fallait jouer en Italie, et que c'est là où ça se passait dans ces années-là. Mais sinon, tu peux pas justifier qu'un boy qui ait fait genre saison d'invincible, plus de il met 24 buts, 20 passes D ou je sais pas quoi, genre en première ligue, il te fait jusqu'à présent le record de passes décisives n'a pas encore été battu, le record de plus de 20 passes décisives. En fait, Thierry Henry est tout simplement l'attaquant le plus complet en fait de l'histoire de cette première ligue. C'est pas pour rien que quand ils ont fait leur Hall of Fame, ils ont même pas réfléchi. Le premier qu'ils ont mis, c'est Thierry Henry. Donc et puis Alan Shearer. Donc voilà, donc c'est un joueur à part. Il a fait une carrière incroyable. Il a gagné les titres qu'il voulait gagner quand il a pas pu les gagner à Arsenal, à Barcelone, Ligue des Champions, tout ça. C'est juste dommage qu'il ait pas pu prendre ce Ballon d'Or là. Shevchenko 2004, Il fait aussi troisième en 2006. Hein, oui, en 2006, mais derrière Cannavaro et Buffon. Yeah, donc il est peut-être à un penalty de Trezeguet de le prendre. Il est en 2006, entre toi et moi, franchement, on gagne la finale de la Ligue des Champions face au Barça. Je pense que peut-être, quelle que soit la finale de la Coupe du Monde, peut-être il gagne le Ballon d'Or. Je pense. S'ils gagnent cette finale ils vont en finale de Coupe du Monde, ils la perdent. Mais si on perd pas face au Barça en finale de Ligue des Champions, dans une Ligue des Champions où il a été juste incroyable en 2006 en fait, où on bat le Real à Bernabéu, on bat la Juve avec que des jeunes, on bat Villarreal avec les Riquelme, tout ça. En fait, le parcours est tout simplement incroyable. Tu marques face au Brésil en quart de finale, tu peux perdre en fait au penalty, tu es Ballon d'Or pour moi, mais malheureusement. C'est vrai que Cannavaro 173 points, Buffon 124, Henry 121. Donc c'est vrai qu'il était pas loin. Non, je te dis, ça se joue pas à grand chose. Henry était juste trop fort en fait. Les gens oublient, mais moi. Première Ligue des Champions de l'histoire d'Arsenal. S'il marque dans la finale au Stade de France, fini. il a eu des occasions. Hein. Par contre, il a fait un peu le tocard. Oui, c'est vrai, c'était une finale de tocard. Il a eu trop de ratés. Je me rappelle, il était là à se coucher par terre tout le temps. Il frappait, il se couchait par terre. C'est vraiment le match raté de sa carrière. Il en a parlé récemment. Il se réveille encore dans la nuit en y pensant. Ça lui a fait mal. Parce que c'est vrai, je l'ai revu le match il y a pas longtemps, 2-3 belles facile. Après, Valdés était bon aussi dans le temps. Il a été très bon sur sa ligne et tout, mais on a manqué de chance un peu, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Jens Lehmann fait 10e au Ballon d'Or cette année-là. Ah, regarde-moi ça. Ça fait mal. Mais bref, j'ai pas envie de trop en parler. Donc, voilà. Moi, en fait, ça me touche. Je veux pas comprendre. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, tu leur parles de Thierry Henry, ils revoient des vidéos, ils comprennent pas.
En fait, des fois, ils vont voir des vidéos. C'est pas comme Olivier Giroud, dans 20 ans, ils vont voir des vidéos, ils vont pas comprendre. Giroud ne mérite pas de ballon d'or. Faut pas nous fatiguer. Giroud ne mérite aucun ballon d'or. Mais Giroud. Par contre, il mérite le super prix Puskás. Je te dis, le vraiment, prix Puskás prix des Puskás. highlights. Les highlights Puskás, ça, c'est Giroud. Giroud, tous les gros highlights, il est là. Que des buts de fou. Mais Henry, c'était. Je pense que dans quelques années, on l'appellera prix Giroud, ce trophée. Ouais, ce serait pas mal. Hein. Ce serait assez drôle. On va passer au moment de la vidéo que tout le monde attend, en fait. Franchement. J'aime bien. Ça va aller très vite. Ça va être expéditif, en fait. Ça va être très expéditif. Willou, c'est qui c'est quoi ton podium ton quart d'or? Je veux bien que tu nous lances et je suis un peu ton move parce que j'ai 3 noms, mais je peux penser à d'autres. Je vais aller directement. En fait, le premier nom, je suis obligé de le dire. C'est important. C'est le coach. C'est Erik ten Hag. Erik ten Hag est un des grands tocards d'or en fait de la saison passée. Que personne ne me fatigue. Erik ten Hag, en fait, c'est le tocard. Ten Hag, c'est le gars qui a que des mauvaises notes dans les matières qui ont des hauts coefficients. Il a que des bonnes notes dans les matières qui ont des bas coefficients. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est dingue. En maths et en sciences, il est nul, le tocard. Par contre, en récitation et en chant et en dessin, il a toujours des 20 sur 20. Après, il vient nous dire, je suis le meilleur en récitation. C'est ça, Ten Hag. J'ai gagné la FA Cup. Mes frères, on a tous gagné la FA Cup. Même Arteta a gagné la FA Cup, Esti. Donc Erik ten Hag, pour moi franchement, c'est lui. C'est mon premier choix, c'est mon choix de cœur. C'est voilà, dans mon podium, j'ai Erik ten Hag. J'avais un petit peu dans la même lignée que toi les Glazers, la famille au complet. Ouais, tout à fait. Parce que ça c'est un tocard d'or honoris causa pour ceux qui le font sur le monde du foot depuis 10 ans. Ils ont pris le club le plus marketable, peut-être le 2e ou 3e club le plus légendaire des dernières décennies, et ils ont rien fait avec. Et ils dépensent chaque année des centaines de millions en recrutement. Ça marche pas. Ils ont fait aussi un peu d'United leur poule aux œufs d'or en prenant à chaque fois une partie des profits pour leur vache à lait, quoi, pour juste gagner un peu plus de thunes. Et ouais, je pense dans l'histoire du sport, t'as des histoires t'as Moneyball avec les A's, t'as Brentford, t'as Brighton, t'as des équipes qui surperforment de manière extraordinaire. Et après, t'as les plus grandes sous-performances de l'histoire. Et United, sous la direction des Glazers, bah c'est ça. Donc ouais, eux c'est les vrais tocos honoris causa pour moi. Non, tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi. Et ça fait partie de ces gens-là qui ralentissent le football, tu vois. Moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils ralentissent le football. Ils ne se gèrent pas. Et en plus, les supporters se fâchent à chaque fois. Ils en ont marre et tout. Là, ils ont fait un changement. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais. Et ça me permet d'aller directement vers mon deuxième choix, qui pour moi est un enfant direct, un disciple direct de Erik ten Hag. C'est Anthony. J'ai jamais vu un enfant qui n'a... En fait, Anthony... Arrête mec, c'est horrible, on a trois mentions non, mais United. c'est que United, c'est les tocos. Même, d'ailleurs... Mon 4e est aussi lié à United. Je me suis trompé. En direct de Old Trafford, la 2e cérémonie du tocard d'or. On est en direct de Old Trafford. C'est vraiment... C'est le théâtre des tocards. Théâtre des tocards. Anthony... 75 millions, 95 millions, je sais même plus combien de millions. Anthony, pourquoi il est nul? Anthony n'évolue pas. Anthony n'a pas évolué une fois. Jusqu'à le petit Traoré, là. Le petit Amad... Le petit Ivoirien, là. Amad Diallo. Mais d'où est-ce que... Mais Traoré doit pas être là. Il doit même pas jouer, en fait. Il doit être là en train d'attendre qu'Anthony finisse les matchs et tout, tu vois. Il doit amener l'eau à Anthony. C'est Anthony qui amène l'eau aux gens. Pour un gars qui a coûté 75 millions, franchement. J'ai jamais vu un porteur d'eau aussi cher que cela. C'est abusé. Il est nul. Il est très nul. Il est vraiment nul. En fait, je cherche le talent d'Anthony, encore une fois. Je le dis, c'est les recrutements, en fait, YouTube, de gars qui ont réussi une saison extraordinaire à nous bluffer, à faire 2-3 crochets, à s'arrêter, à faire des... Ouais, genre, c'est pas la capoeira, frérot. C'est le football. Donc, faire la toupie, faire des feintes, je vais te tête. Il est nul. En fait, je suis choqué. Je suis vraiment choqué par le niveau de cet enfant-là. Donc, ouais. Ten Hag, Anthony, ouais, tu peux pas faire mieux. Je pense. Bah, c'est sûr que ça a pas bien marché. Après, je suis curieux de voir dans un autre club parce que le truc avec les joueurs à United, c'est qui les joueurs qui ont bien marché?
à part quelques-uns, Bruno Fernandes, j'avoue qu'on peut dire tout le monde, hein. Kobe Mainoo qui sortent. On peut dire quoi. Grosso modo, les transferts, c'est compliqué. Ouais, tu peux même sortir des Mason Mount, des trucs comme ça. Il y a trop de tocards là-bas, en fait. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est un peu tout le monde ou quasiment tout le monde échoue là-bas, en tout cas au bout d'un moment. Donc ouais, ce serait intéressant de voir, parce que Anthony à l'Ajax, c'était pas mal quand même, face à des blocs bas, tu vois, dans la position où était l'Ajax, à dominer systématiquement des équipes basses, il réussissait à trouver pas mal de petits espaces, même par la passe par exemple, des petits décalages et tout. C'est juste United, Première Ligue, ça jouait pas mal en transition, avec des Bruno qui lance Rashford, de la diagonale et tout, et ça c'est l'inverse du style d'Anthony, qui le petit poulet, dans les grands espaces, ça marche pas quoi. Donc je pense que c'est vraiment un mismatch complet et Ten Hag a dû le prendre en mode je pense que je vais faire d'United cette équipe de forte possession installée dans le camp adverse et ça marchera. Et quand ça marche pas tactiquement, compliqué de faire fonctionner Anthony. Mais alors, écoute, je suis d'accord avec toi. Pour compléter, c'est pas mon tocard d'or de la saison, mais si on est sur les tocos d'or historiques, une des carrières de coach les plus catastrophiques de l'histoire, alors que j'aime pourtant beaucoup l'analyste, le pundit, mais Gary Neville, pareil, ex-mancunien, qui a coaché Valence pendant genre 15 matchs, et après a compris que c'est beaucoup plus... on est bien placé pour le savoir, c'est beaucoup plus difficile de faire que de parler, et il parle bien, et il est revenu parler, et ça c'est cool. Mais par contre, sur le banc de touche, c'était très compliqué pour lui à Valence et c'est peut-être un des passages d'entraîneur les plus catastrophiques de l'histoire. Donc je lui donne son petit ballon d'or, ballon de Ouais, même son frère, Phil Neville aussi, à Miami, machin. C'est lui qui était à Miami avant qu'il le vire. Il a coaché les filles aussi, non de l'Angleterre. Peut-être, c'est possible. La sélection féminine. Peut-être, anglaise, c'est possible, je sais pas faire. Ouais, pendant 3 ans. Et t'as raison, il C'est a été à lui l'Inter Miami, qu'on a viré là. Maintenant, il a Portland. Ah, il est à Portland. Et Portland, qu'est-ce qu'ils ont fait cette saison? Ils ont fait Les Timbers. Ils ont fait quoi, Portland? Ils ont fait quoi là-bas? Les Trailblazers du football. Ils sont 9e de la conférence Donc Ouest. ils sont out. Donc ils ont pas fait playoff. Ils sont dans le play-in, je pense. Bon. Donc c'était pour dire. Donc bref, ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Neville, c'est un vrai nulard. Un nulard que beaucoup ne connaissent pas en fait. Ils connaissent pas. J'en ai un autre comme ça. C'est un Néerlandais. Pourquoi j'ai Van Bronckhorst en tête? C'est pas lui, c'est l'autre. Oh, celui que Mourinho se moque toujours de lui là. Il est venu à Crystal Palace, il a fait Franck de Boer. Il a fait 5 matchs, 5 défaites. On l'a viré en première ligue. J'ai jamais oublié. Oui. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était de Boer à Palace. Il est venu, il a fait 5 matchs, 5 défaites. On l'a viré. Après 5 matchs, ils avaient 0 points. Il y a pas mal de comment on appelle ça? On me parle de Ferran Torres évidemment. Lui aussi, c'est toujours un tocard. En fait, c'est qu'à un moment donné aussi, tu peux faire double tocard d'or, triple tocard d'or, quadruple tocard d'or, comme Messi a fait. Je crois que lui, tu lui donnes la récompense chaque année, non? Torres, c'est vraiment lui aussi, je comprends pas parce que cette année, au Barça, il y a l'opportunité pour lui de pouvoir jouer, l'opportunité de pouvoir avoir du temps de jeu. Il y a vraiment la place pour lui et il est incapable, je dis bien incapable de s'en sortir. Mais vraiment, un enfant, il est nul. Moi, je comprends pas. Vraiment, je suis désolé. Je me pose certaines questions. Il y a Nicolas Jackson qu'on me dit aussi à l'oreillette. On me dit Nicolas Jackson version Sénégal. Nicolas Jackson version Sénégal, pas version Chelsea parce qu'on peut pas beaucoup toucher parce qu'il marque des buts. Version Sénégal, il a marqué lors de la dernière trêve internationale pour la première fois. C'était son premier but en, je sais pas, 14 ou 15 matchs. Bon, c'est-à-dire que c'est notre 9, quoi. On peut pas... La CAN, c'est 6 ou 7 matchs. On peut pas, s'il marque une fois tous les 15 matchs, si je vais à la CAN, je me stresse déjà. Donc, c'est pour dire que le Nicolas Jackson en équipe nationale, s'il te plaît, on a besoin que franchement, il fasse des efforts. On me parle de Modric aussi. Je sais pas c'est quoi ton feeling. Voilà un autre aussi, je comprends pas. C'est compliqué. Même c'est mental, je crois. Mais mental jusqu'à quand, Willou? En fait, tu peux être nul mentalement, mais à un moment donné, je sais pas, il faudrait que tu essaies de t'en remettre. Aujourd'hui, tu n'as même plus la pression d'être titulaire à Chelsea, donc techniquement sur le banc, tu devrais, je sais pas, tu joues en Conference League, essaie de te remettre en forme. Le foot, c'est du contexte aussi, c'est un âge, tu vois. Là, clairement, le transfert à Chelsea, ça a pas marché, mais peut-être demain, tu le mets dans un autre club, il peut repartir de zéro. Arsenal, les gens rigolent, mais moi, je pense que s'il venait aujourd'hui, je pense que nous, on le relance. Je suis convaincu. C'est comme Rashford. Rashford, c'est un tocard. C'est parmi les tocards d'or. Si on devait se battre réellement, moi, je me battrais pour que Rashford gagne le tocard d'or parce que
il évolue pas, en fait. Il a quel âge? Il va avoir 30 ans bientôt. Il a quel âge, Marcus? C'est un vieux. C'est un tonton, il a 27 ans, là. Vous me dites quoi? En fait, on va où avec Rashford? On va où concrètement avec Rashford? C'est quel genre d'évolution de footballeur on va avoir avec Marcus Rashford? Marcus Rashford, ça fait 3-4 ans. Marcus, en 2019, on parlait de lui comme étant le futur. Il n'est pas le présent, ni le passé, ni rien du tout, en fait. Il a plutôt été imparfait. Donc, c'était pas mal. Donc, du coup, je me dis, comment est-ce qu'on gère le Marcus Rashford? C'est vraiment difficile. C'est difficile aussi. Voilà un autre. Pour moi, il fait... Et bah, je vais boucler, t'as parlé de George Weah tout à l'heure. Je vais finir sur une anecdote que peut-être certains connaissent, qui est peut-être le tocard d'or ultime de l'histoire du foot, un joueur. Je te lis juste l'intro de sa page Wikipédia. En novembre 1996, Ali Dia convainc Graeme Souness, alors manager du club de Southampton, qu'il est le cousin du joueur mondial de la FIFA et vainqueur du Ballon d'Or George Weah, ce qui le conduit à signer un contrat d'1 mois avec Southampton quelques jours plus tard. Dia ne dispute qu'un seul match au cours de sa courte période au club. Il entre en jeu dans un match de championnat, mais joue 10 minutes et est ensuite remplacé. Il est renvoyé 14 jours après le début de son contrat. Et voilà, c'est l'escroc total qui a fait croire qu'il était cousin d'un grand joueur. On n'a pas trop fait attention, les départements scouting à l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. On l'a cru sur parole. Et apparemment, il y a je sais plus quel joueur qui dit il a couru sur le terrain comme un poulet sans tête ou comme Bambi sur une patinoire. Et il a joué 10 minutes et il a plus jamais été revu. Voilà. Franchement, pas mal, un peu en mode Rémi Gaillard, tu vois, l'action, s'incruste sur la pelouse et tout. Mais voilà. Il figure régulièrement dans la liste de mauvais joueurs ou de mauvais transferts. Il est nommé numéro 1 dans la liste des 50 pires footballeurs dans le journal The Times et sur le classement d'ESPN. Waouh! Mais ça, en tout cas, c'est un copain sénégalais, hein. C'est né à Dakar. Non, mais ça c'est des bails de Sénégalais. C'est qui est courageux comme ça pour faire des bêtises? Ça, c'est vrai, il faut les couronner, ça. C'est des trucs de Sénégalais, ça. Ça m'étonne pas, ça me rappelle... en fait, lui, on pourrait faire un film, genre comme le film de DiCaprio, le Catch Me If You Can, finalement. Oui, c'est ça, exactement. C'est... Le con man. C'est lui, en fait, le con man, l'original, en fait, le gars. Parce que là, à ce rythme-là, il aurait pu aller voir les gars de... De toute façon, il les a blagués. S'il est allé voir British Airways en leur disant que mon grand-père conduisait des avions, peut-être ils allaient le laisser conduire l'avion, hein, qui sait. Je sais pas. Je sais pas. Et peut-être qu'à la Barclays, ils en auraient fait un banquier pour X ou Y raison. En tout cas, non, Alidja, légende. Lui, je pense que lui, c'est le tocard d'or d'honneur. Lui, c'est un tocard, tu vois, lui, c'est lui qui a fondé c'est lui qui remet le trophée. C'est lui qui remet le trophée à Ferran Torres. Comme c'est le cousin de George Weah, c'est normal que ce soit lui qui remet la récompense. Tout à fait. Il y a des tocos du Paris Saint-Germain aussi. On nous en a parlé ici rapidement, tu vois. Bon. En fait, Kolo Muani, il doit faire quoi pour jouer lui? Maintenant, c'est la question que je me pose. Il doit faire marquer quoi? encore plus de buts en équipe de France. Je comprends pas. Il va en trêve, il joue en 9, il arrive et puis tout le monde joue en 9 devant lui. Même Dembélé, il a joué en 9 ou en 10 devant lui. Kang In-lee est devenu nouveau 9 du PSG. Exactement. Même Asensio va passer devant. Bref, Kolo Muani, malheureusement, un tocard lui aussi. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes d'anciens tocos 9 du Paris Saint-Germain, genre Ekitike cette saison en train de rebondir très très fort à l'Eintracht, donc comme quoi pas perdre. Tu peux changer, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Ou Moïskine, comme tu disais, à la Fiorentina, en fait, alors que ça a été un peu plus difficile à la Juve. Et puis, quoi qu'au Paris Saint-Germain, c'était pas si mal. Paris Saint-Germain, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal, mais ça a été dur après. Mais à Everton, compliqué. C'est un truc. Leroy Sané, on me parle de lui, vraiment un tocard. Vraiment, moi, je pense qu'il est en phase de grand tocarisme. Ça, il faut quand même ne pas. Genre, Leroy au Bayern, chaque fois que tu le vois jouer, chaque fois qu'il rentre, moi, en tout cas, les matchs que je vois, il est décevant. Maintenant, bon, peut-être qu'il y a des grands fans de Bundesliga ici, ils vont se fâcher en disant non, Leroy, tu sais, statistiquement, XG, machin, je m'en fous. Non, mais c'est vrai, vu le talent, vu le potentiel. Faut arrêter. Il aurait pu devenir une forme de Robben, et qui fait toujours la même chose, mais ça marche. Mais c'est vrai que, bon, parfois, c'était quoi? C'était contre le Real, là, face à Lounine, qu'il avait mis ce grosse frappe, là, en rentrant sur son pied gauche. Parfois, il y a des moments où il se réveille.
Mais c'est vrai Mais que c'est pas pour rien un qu'il peu a été frustrant. meilleur jeune joueur en première ligue en 2017 parce que le boy était juste trop fort. Tu vois, on savait, le talent était incroyable, petits espaces, tout ça. En plus, dans un football de Guardiola où c'était pas forcément facile de s'imposer. Tactiquement, tu sentais qu'il avait cette avance-là un peu. Mais là, ces dernières années, malheureusement, anormalement décevant. J'ai envie de finir avec voilà 2 joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'autre vidéo. Et en commentaire, vous me direz en fait vous c'est qui votre tocard d'or. Mais pour moi, j'ai envie de dire ça se joue en tout cas en termes de joueurs, ça se joue ex aequo. J'ai 3 tocards d'or cette année. Ferran Tocard Torres, il mérite. Anthony Tocard Toupi, il mérite aussi. Et puis pour la première fois de l'histoire du tocard d'or, un duo. C'est un duo en fait. Je n'ai jamais vu 2 gars Inséparable. non, aussi nul que ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ces 2 gars, franchement. C'est-à-dire que, tu sais la vidéo là où le gars il dit, je pense que c'est dit Hamid, ou un truc comme ça. Hamid, rentre chez toi, dors, repose-toi, cogite. Genre le coach là qui parle à un jeu, il dit tu es le joueur le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie. Tactiquement, techniquement, il dit rentre chez toi, dors. Ça que j'ai envie de dire à Benoît Badiachil et Axel Disasi. Mais franchement, 2 boys, ils sont trop nuls. En fait, c'est rare que je sois aussi direct que ça parce que les gens me connaissent. Je suis très mesuré, je suis très calme, je suis très posé. Je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un. Mais eux, en fait, je dis que eux, je suis leur cousin, mais c'est des coups à la tête là. C'est quoi ça? Mais parlez-vous, vous êtes 2. Mais comment tous les 2 vous acceptez tous les 2 d'un commun accord d'être aussi nuls? Comment tous les 2 vous acceptez d'un commun accord de faire autant de passes? Comment Disasi donne le ballon à Badiachil? Badiachil regarde le boy devant lui et lui donne le ballon. Ils perdent le ballon, les 2 se regardent. Comment Disasi, le ballon arrive? Ne touche pas le ballon s'il te plaît. Saute, laisse, il marque contre son camp. En fait, ces 2-là, c'est à chaque fois qu'ils jouent à Chelsea, il y a des buts. Jusqu'à présent, je cherche le match de référence. La dernière fois, peut-être Badiachil est rentré un peu face à Liverpool. Il a poussé un peu Darwin Nunez. Tous les 2 ils se sont battus. C'était peut-être les 10, 20 meilleures minutes de la vie de Benoît Badiachil, en fait, dans ce championnat-là. Mais sinon, c'est 2 joueurs très nuls. Donc voilà, je voulais finir avec eux. J'ai rarement vu Et des gars c'est le aussi bon moment, je pense, pour parler de ces tocos d'or parce que ce week-end, c'est du coup le tocarico ultime pour toi. United-Chelsea, dimanche 17h30. J'attends que ça. Et surtout que ce week-end, il y a United-Chelsea. Et le week-end prochain, il y a, je pense, Arsenal-Chelsea. Il me semble Chelsea-Arsenal, on joue contre eux. Donc voilà, moi, franchement, Chelsea, défensivement, non. Oui, calme-moi. Je sais pas si tu as vu hier le match face à Newcastle. Non, j'ai pas vu. Amuse-toi à regarder le résumé. Juste les 2 buts qu'ils ont pris. En fait, tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis, non mais eux... Dans ton FC Mon Chat, là. On fait pas ça. L'AS, mon chat. On fait pas ça. Ils sont trop nuls. Donc bref. Donc voilà, je pense qu'on a oublié personne. Un truc. Bon, ça me parle de Timo Werner, mais Timo Werner, c'est vraiment lui, c'est un tocard forever. Ousmane Dembélé, bon, c'est difficile à dire, mais de là à dire tocard d'or quand même, c'est un peu trop. Quand même, mériterait pas d'avoir le tocard d'or. Mais bon, Dembélé est un aspiring tocard, un tocard en devenir. Xavi Hernandez en tant que coach, effectivement, quand tu vois ce que Hansi Flick est en train de faire en ce moment et que Xavi nous avait dit, Xavi, dernière conférence de presse, il nous a dit que quiconque va venir va échouer parce qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a pas d'argent. Hansi est venu, il a tout changé, donc finalement c'est peut-être Xavi le tocard dans cette histoire-là. Et ouais, en fait. T'as oublié quelqu'un d'important, je pense, dans le monde du football français. Et j'ai oublié quelqu'un d'important. Notre grand copain Vincent Labrune. Oui. La gestion des droits télé de la Ligue 1. La gestion des droits télé tout court en France, où j'ai appris l'autre jour que là, avant le tout dernier moment où l'équipe a acheté les droits, il y a genre Inter-UV était pas retransmis en France, par exemple. Donc, les droits télé en France, en général, heureusement, j'y suis pas et j'ai d'autres manières de m'alimenter footballistiquement. Mais ça a l'air d'être une belle cacophonie. Et on va finir avec ça et tu as parfaitement raison en fait. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est quand même dommage quoi. Moi je trouve ça très dommage de me dire que les gars ne peuvent même pas regarder leur propre championnat dans leur propre pays en fait. Genre la Serie A a été gratuite ou a été gratuite cette semaine de ce que j'ai pu voir. En tout cas les gros matchs de Serie A. Et bien. Mais après Vincent Labrune, je sais pas. Je me rappelle à Marseille un peu. Est-ce que c'est... En fait, c'est quoi les compétences pour être président de la Ligue?
Moi, c'est toujours les questions que je pose, en fait. Tu vois, moi, ma question de base, elle est toujours simple, et on va finir avec ça. C'est comme pour le Ballon d'Or. Tout le monde était là en train de se plaindre. Ouais, tout le monde s'est fâché cette semaine. On va, hein, sérieusement. Moi, j'ai vu plein de créateurs de contenu fâchés, mais vraiment fâchés. Les gars étaient hors d'eux. Mais je suis comme, c'est OK. Comme tu as dit, il y a 100 journalistes qui ont voté. Et tu as même dit que si les 100 étaient dans la salle, ce ne serait pas aussi simple, parce que les 100 seraient obligés de se justifier. Donc ma question, c'est de savoir ceux qui votent. C'est quoi leurs compétences? Sur quoi ils se basent, en fait? C'est toujours ça, en fait, le point de base. Donc aujourd'hui, la brune, oui, c'est dommage. Les droits télé, les machins, tout ça. Et se poser la question à savoir quelles sont les compétences aujourd'hui qu'ont certains de nos dirigeants dans le football. Sont-ils là pour l'intérêt commun ou ils sont là pour leur intérêt personnel et pour faire avancer leur carrière? C'est une question que je me pose. Et on va finir avec cela, tu vois. Pour la semaine prochaine. C'est homework. Revenez-moi la semaine prochaine en me disant, sont-ils là pour... Et puis je veux aussi des références philosophiques. Je ne sais plus c'est quel philosophe qui disait que le bonheur collectif est plus important que le bonheur personnel. Genre, il y a plein de trucs qu'on a appris là à l'école, on a oublié. Mais dans les différents trucs du bonheur, là, il y a différentes pensées philosophiques. Revenez-moi avec cela aussi, dans cet exercice, pour qu'on puisse savoir si des Vincent Labrune ou d'autres présidents de fédération ou de confédération, dans le tocard d'or, on aurait pu mettre la FIFA, en se disant, regarde la Coupe du Monde des clubs. C'était ma première idée, ouais, non, Infantino. Franchement, Infantino, lui, il est hors catégorie, on ne peut pas le catégoriser, le mec. En catégorie, mais quelle est la pertinence d'avoir en fait ce calendrier-là, une Coupe du Monde des clubs qui nous oblige nous de repousser notre Coupe d'Afrique des Nations et machin et tout ça. Donc c'est tant de choses. Donc c'est pour ça que je me demande quel est le niveau et quels sont les intérêts des gens qui nous dirigent. Voilà. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tout ça, Outsider. Bisous.